Merci d'être avec nous pour cette dernière table ronde de cette matinée. L'Innovation Week en direct depuis la Loco 2 sur les chaînes YouTube de l'événement et TV Vendée. Pendant les 40 prochaines minutes, nous allons parler financement de vos projets numériques et numérique responsable. On vous attend bien sûr sur les réseaux sociaux avec le hashtag InnoWeek85. Vous allez pouvoir poser vos questions à nos invités en commentaire donc sur les réseaux et aussi en commentaire sur les chaînes YouTube de l'événement. Et directement pour les personnes qui sont avec nous ici à la Loco 2. Bonjour Pierre Fulbert. Vous êtes chargé d'innovation, chargé d'affaires, innovation chez BPI France Vendée. À côté de vous, on retrouve Fatih Oscan. Bonjour, directeur agence innovation au Crédit Agricole Atlantique Vendée. François Fagot. Bonjour François. Bonjour. Avocat associé spécialiste en droit des sociétés chez HF Avocat. Et puis sur le canapé, on retrouve Romain Petiot. Bonjour. Bonjour Romain, coprésident à Nantes Numérique Responsable. Enjeu de compétitivité, la numérisation de l'entreprise est souvent freinée par la capacité d'investissement des TPE et PME. Pourtant, des dispositifs et des aides existent pour accompagner les entreprises dans leurs projets numériques. Comment réussir à financer son projet numérique? Quels sont les leviers? On en parle avec nos experts. Pierre, Fatih, j'aimerais tout d'abord que vous nous présentiez votre structure. Et c'est vrai que durant l'Innovation Week, il y a toujours un événement qui se passe, c'est le Big Up for Startup. Voilà, ce sont des startups, des start-upers qui viennent pitcher leur projet. Est-ce que vous pouvez nous pitcher votre structure en 30 secondes? On va commencer avec vous, Pierre. C'est parti, face caméra qui est juste là. Donc BPI France en 30 secondes, ok. Donc BPI France, c'est 3500 collaborateurs dans plus de 50 implantations régionales. Donc BPI France, en quelques mots, l'idée, c'est vraiment couvrir tous les besoins liés à l'entreprise, que ce soit du financement de l'innovation, financement moyen long terme, également du financement de trésorerie. Il y a également tout le volet haut de bilan lié au levée de fonds, mais également le volet export. Et enfin, le dernier volet, c'est le volet accompagnement, pour vraiment pouvoir aider l'entrepreneur sur certaines thématiques précises pour lui permettre d'aller sereinement vers la croissance. Merci Pierre. Fatih, vous avez 30 secondes. Alors moi, Fatih Oscan, je suis responsable de l'agence innovation pour le compte du Crédit Agricole Atlantique Vendée. Faut savoir qu'au Crédit Agricole Atlantique Vendée, on est structuré de différentes sortes en direction des entreprises innovantes. Il y a trois dispositifs pour les entreprises innovantes du territoire. Le premier, c'est le village BAICA qui va être lui plutôt sur l'accompagnement extra-financier des entreprises innovantes. L'agence innovation que je représente aujourd'hui, donc sur le financement bancaire, sur nos métiers classiques plutôt des entreprises innovantes. Et enfin, dernier dispositif, le fonds d'investissement AVI, Atlantique Vendée Innovation, sur le financement haut de bilan en capital dans les entreprises innovantes. L'agence innovation existe depuis 3 ans. On a commencé, on avait à peu près 20 clients en portefeuille. Aujourd'hui, on a 85 clients en portefeuille. Donc on est vraiment dans une démarche d'accompagnement des entreprises de l'innovation. Pas spécialement sur le numérique, mais on y viendra tout à l'heure et on parlera du numérique tout à l'heure. Ça fait un petit peu plus de 30 secondes quand même. Fatih, on va pas se mentir. Vous avez déjà grillé votre joker, je vous préviens. Merci. Alors, votre cœur de métier, c'est d'accompagner financièrement, et vous venez de le dire, tout type d'entreprise et projets innovants. Ça représente quelle part pour BPI et le Crédit Agricole Atlantique Vendée, le secteur du numérique? Entre 40-45% des entreprises que j'ai en portefeuille seront sur du numérique. Je pense que ça va être sensiblement la même chose pour moi. On est aux alentours des 40-45% également sur le volet numérique. Ok. Quels sont les accompagnements que vos structures mettent en place justement pour les porteurs de projets numériques? Alors, il n'y a pas de financement dédié au numérique, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que le besoin réel des entreprises innovantes et du numérique sont souvent des besoins en trésorerie. Et donc nous, ce qu'on se propose de faire, c'est surtout d'accompagner sur la trésorerie, donc de faire du financement de ce qu'on appelle fonds de roulement. Donc pas besoin de facture, on débloque pour accompagner en trésorerie les entreprises innovantes. Et de votre côté, BPI? Et la spécificité de l'accompagnement de l'innovation au sein de BPI, c'est qu'on propose un continuum de financement de l'innovation qui va du dérisquage technique commercial avec des volets subventions jusqu'au financement du BFR pour le lancement industriel et commercial d'une innovation. Donc on a toute une palette d'accompagnement, il y a une dizaine de produits pour pouvoir accompagner le porteur sur l'ensemble du projet, des étapes initiales jusqu'au lancement commercial d'une innovation. Et on rappelle aussi qu'il y a aussi le crédit d'impôt qui peut intervenir si besoin.
Exactement. En complément des interventions BPI France, il y a cette possibilité-là. Sous réserve d'éligibilité, il faut toujours faire attention, notamment sur le volet numérique. Mais il y a ce possible complément. Alors, Fatih, on rappelle quand même que vous travaillez de manière complémentaire avec BPI. Oui, plus que complémentaire, c'est hyper étroitement lié. Et je voudrais dire clairement que l'apport de la BPI est essentiel dans les financements des entreprises innovantes, puisque on cofinance, on intervient ensemble sur le plan de financement, on cofinance les entreprises, et en plus, et surtout, BPI nous garantit en contre-garantie de nos prêts, en fait. Oui, non, j'allais dire, et idem, hein, côté BPI, même si c'est vrai que sur les étapes initiales, on a un peu plus de latitude pour intervenir comparé à une banque traditionnelle, mais c'est essentiel pour nous d'intervenir aussi en pool sur les étapes qui suivent pour pouvoir donner un petit peu plus de latitude et financer de façon plus massive un projet. Alors, nous sommes à la Loco 2, un lieu d'innovation qui propose de mettre son écosystème au service des porteurs de projets pour les maturer. Est-ce que ça fait aussi partie des fondamentaux quand on souhaite trouver des financements, le fait d'être ici pour une start-up? J'y vais. Ouais, c'est essentiel. L'écosystème est essentiel, entre guillemets, pour labelliser un projet. Et pour nous, financeurs, lorsqu'on nous présente un projet qui, on sait, a été investigué par l'écosystème de l'innovation au sens large, voilà, ça permet d'avoir un cachet qui nous permet de creuser le dossier d'autant plus sereinement pour pouvoir envisager un accompagnement. Oui, je confirme, c'est essentiel parce que on est parfois très souvent sur des sujets qu'on ne maîtrise pas totalement, et le fait de confronter en fait une idée via des experts de l'écosystème, eh bien c'est bien parce que ça nous permet d'échanger et d'être raccord ou pas sur le caractère parfois innovant du porteur de projet et de l'activité qu'on nous présente en fait. Alors, du coup, quelles sont les clés à ne pas manquer avant de venir voir son banquier? Alors moi, classiquement, le réflexe que j'ai en rendez-vous, c'est de confronter le porteur à cette question: vous vendez quoi, à qui, comment? Pareil, on parlait d'un pitch tout à l'heure en 30 secondes pour présenter BPI. Et ben là, c'est la même chose. C'est pitcher le projet de façon claire et nette sur qu'est-ce que je vends, à qui et comment. Ça, c'est central. Et ce qui est central, évidemment, c'est de bien nous présenter le projet et savoir vers quel marché on s'oriente. Mais parfois, quand le marché, on ne le connaît pas, c'est difficile. Non, ce que moi je regarde souvent, c'est est-ce que le porteur de projet nous donne envie de l'accompagner? Ça, c'est la première chose. Derrière, son innovation ou son projet, on va laisser la chance au projet, parce qu'il y a souvent une part de subjectivité dans un produit nouveau. On ne sait pas si ça va marcher ou pas. Et donc, on a tendance à laisser la chance au projet. Et ce qu'on va challenger surtout, c'est le plan de financement. Et nous ne sommes pas des capitaux risqueurs. Nous ne restons que des banquiers prêteurs. Donc, on reste humble sur un plan de financement. Et ce qu'on regarde, c'est quel est le niveau d'apport, comment la BPI intervient et comment, derrière nous, en tant que banquier, on peut intervenir également. On appelle ça la preuve d'intérêt. Quelque part. Alors, la preuve d'intérêt, elle est sur le marché, mais oui, en effet, si on n'a pas de marque d'intérêt, il faut qu'on nous prouve en fait qu'il y a un marché potentiel. Et si on a des clients potentiels qui valident le concept en disant nous, si demain ce produit existe, on ira, on achètera, là, fatalement, c'est plus facile pour nous pour intervenir. Et là, on parle de marque d'intérêt, en effet. Alors, vous avez parlé du fait de sentir ou non le porteur de projet. Moi, ce que j'entends, c'est que sur ces projets innovants, il y a une dimension humaine qui est très, très, très importante, et voire même subjective. Je confirme, il y a une part de subjectivité. Au-delà de subjectivité, il y a une part d'inconnu, en fait. Quand on est sur de l'innovation, quand on est sur un produit ou un service qu'on ne connaît pas, on n'a pas vocation à juger ce qu'on ne connaît pas, en fait. On a envie de donner la chance au produit ou au service, et c'est le marché qui jugera. Et moi, ça met... je sais pas si au risque de se tromper? Au risque de se tromper, tout à fait. Parce qu'on peut se dire, à un moment donné, on a tous nos appétences en tant que personne physique ou personne en général. Et sur un produit ou un service, moi, je vais me dire, tiens, moi, ça ne m'intéresserait pas spécialement. Et pourtant, quand on finance, on se rend compte que ça cartonne. Donc, tant mieux. Et d'autres fois, on se dit, tiens, ça, je suis hyper preneur et je pense que ça va cartonner. Et à l'inverse, ça marche moins, en fait. Donc, il y a une part d'inconnu et de subjectivité, oui,
qui est prégnante. Faut sentir le truc. Pierre. Exactement. Voilà, encore une fois, en rendez-vous, si le porteur de projet raconte une belle histoire et si au préalable, moi, j'étais pas forcément motivé, mais que l'histoire est belle et que tout semble cohérent, et ben voilà, je peux aller sur des dossiers là où initialement je serais pas forcément allé. Et en ça, je rejoins Pierre, c'est que le porteur de projet a un grand rôle, quoi. Il faut qu'il nous donne envie. Et quand on parle de subjectivité, nous, banquiers, si vous voulez, dans nos métiers classiques, historiques, on a tendance à se baser sur du concret pour valider une capacité de remboursement. Or là, on ne parle pas de capacité de remboursement, on parle de capacité de remboursement future sur des sujets qu'on ne maîtrise pas. Donc bon, le porteur de projet, il faut qu'il nous convainque, quoi, en fait. Alors François, on parle de financement. Est-ce que le Graal pour une start-up, c'est au final la levée de fonds ? Alors, je pense que le Graal pour une start-up, c'est de bousculer son marché, c'est de rencontrer ses clients, d'avoir une belle aventure avec ses collaborateurs et évidemment de gagner de l'argent. La levée de fonds, c'est sans doute plus une nécessité pour son développement. Alors, on va faire un pas de côté avec vous, François. Vous êtes avocat associé spécialiste en droit des sociétés. Alors, il faut voir le droit non pas comme une contrainte, mais comme un levier complémentaire. C'est ce que vous me disiez, un accélérateur en termes de ressources et d'innovation. Vous allez nous expliquer l'impact du droit. C'est pour ça qu'on tenait à vous avoir aujourd'hui sur cette table ronde, cette thématique, dans un développement d'entreprise pour un financement d'innovation. Qu'est-ce que l'on peut faire une fois qu'on a actionné, on va dire, le schéma classique du financement ? Alors ça, c'est intéressant et c'est pour ça que cette table ronde avec une banque Crédit Agricole et BPI, je trouvais ça vraiment complémentaire. Aujourd'hui, quand on parle de start-up déjà, on parle d'entreprises qui innovent dans un marché en mouvement. Et ça, toutes les entreprises, même des personnes publiques, peuvent le rencontrer. Et on doit aller vite. La notion d'accélération, elle est essentielle. Et à un moment, on va actionner donc les leviers de financement et on va arriver en limite en fait, de ce qu'on peut faire pour développer l'entreprise assez vite, pour avoir des solutions techniques, commerciales, internationales. Et c'est là où le droit, ou plutôt les outils proposés par le droit, ça peut être un levier pour aller chercher des investisseurs, des partenaires qui seront d'autres types que les banquiers et les financements classiques. Alors, l'idée, c'est de sortir du cadre. Comment faire, de quelle façon ? Alors, là, je reviens sur la notion d'écosystème. Il faut s'appuyer sur l'écosystème, sur l'environnement qu'on peut avoir. Donc, ça va être les proches, la famille, les amis. C'est les love money, donc des personnes qui vont croire au projet et qui vont être complètement subjectifs pour le coup. Ça va être des investisseurs, entrepreneurs, par exemple, qu'on peut appeler les business angels, qui vont s'y appuyer. Et puis après, ça peut être des fonds régionaux, des fonds nationaux spécialisés, qui vont aller justement porter le projet, l'accompagner au-delà de tous ces financements. Alors, on a entendu le mot consortium de la part de Pierre. Ça fait partie des accompagnements. Comment s'adosser à un partenaire ? Alors, on a déjà plusieurs types de partenaires. Quand on parle de consortium, c'est très intéressant. Une levée de fonds, il y a cette partie d'investisseurs. On peut parler d'equity. Et on a quasiment tout le temps les partenaires bancaires qui sont aussi adossés. Comment ça se passe ? En fait, il y a de l'intérêt qui va être généré au début. Quand cet intérêt va se concrétiser, on a une phase marquée l'intention. C'est souvent une lettre d'intention. On va découvrir l'entreprise, le projet, avec souvent une phase d'audit ou d'étude. Et derrière, on va trouver un accord, le protocole d'accord, c'est ce qu'on appelle le signing. Et la dernière étape, il y a un petit peu de temps, notamment pour mobiliser les fonds, pour lever certaines conditions de closing, c'est quand on boucle l'opération. Donc il y a tout un schéma, plein d'étapes avant d'arriver au closing. Et là, je vois Fatih qui veut rebondir et du coup, ça me fait le lien parce que je voulais savoir de quelle manière vous fonctionnez justement aussi avec François, avec les compétences de François, cabinet d'avocats spécialisé en droit des entreprises. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que, alors on parlait des thèmes, c'est exactement ça. Les fonds d'investissement font vraiment partie intégrante de l'écosystème et qu'à un moment donné, quand une entreprise doit croître et accélérer, eh ben, on n'a pas d'autre choix que d'aller vers du fonds propre, ce qu'on appelle du. Et c'est là que soit des business angels, soit des fonds d'investissement, soit des partenaires industriels viennent au capital, ce qui va nous permettre, nous, derrière, d'intégrer en fait de la dette bancaire supplémentaire et donner les moyens supplémentaires à l'entreprise pour accélérer, quoi, en fait. Parce que la problématique principale des entreprises, ce sera la trésor. Et du coup,
avec BPI et fonds avec les banques, on injecte de la trésor pour mener à bien le projet. J'allais dire, on parlait de pas de côté tout à l'heure. Fatih vient d'évoquer les partenariats. C'est aussi un levier, le droit, pour intéresser les salariés, les femmes clés d'une entreprise, des personnes qui peuvent participer au projet au-delà du contrat de travail ou des schémas classiques, de leur dire vous êtes partie prenante comme associé, vous allez avoir un retour finalement. Ça, c'est un sacré levier aussi. Ah, ça c'est intéressant ce que vous dites là. C'est une notion qui est pertinente pour créer de la cohésion, pour embarquer ses salariés, ses collaborateurs, une nouvelle aventure innovante. C'est exactement ça. Complètement. Et là, on répond à cette notion de raison d'être aussi de l'entreprise. Oui, complètement, Voilà, c'est ça. Qui sort du seul cadre, lui, on va dire. Fatih. Les industriels au capital d'une entreprise innovantes, c'est toujours simple pour nous parce que ça apporte un peu de sérénité, de maturité, d'expérience en fait à des porteurs de projets qui en ont parfois pas. Et c'est un bon mix parce que les porteurs de projets ont beaucoup d'énergie et du coup l'énergie et l'expérience de l'autre, c'est super intéressant. On va passer aux questions du public. Si on en a sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me faire signe dans l'oreillette. Est-ce que vous avez des questions, vous qui êtes dans la salle? Je sais qu'il y a des porteurs de projets innovants. Est-ce que vous en avez? N'hésitez pas. Hein. Non, pas de questions? Pas de souci, moi j'en ai encore plein. J'ai juste envie de savoir quel message il faut retenir au final. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Et on a vu toutes les avec vous, François, mais quel message faudrait retenir? Faudrait retenir de ce que vous venez de nous dire. C'est une vaste question. J'allais dire, l'entrepreneur, je pense que, ou c'est peut-être un conseil, son métier, uniquement de pitcher et de lever des fonds. Son métier, c'est vraiment de répondre à l'objet de l'entreprise. Et c'est de jamais perdre de vue ça, c'est-à-dire les marques d'intérêt, la sociale, que l'entreprise gagne sa vie, de recruter les bonnes personnes. Et tout ce qui est autour, aujourd'hui, il y a des écosystèmes extrêmement solides. Il y a, quand on prend l'avion, voilà, tout ce qu'on peut avoir comme opportunité, les réseaux. C'est vraiment de devenir un spécialiste de la levée de fonds, mais d'être vraiment un expert de son métier. Et on trouvera les bonnes personnes qui permettront de grandir sur ces aspects-là. Totalement en phase. Pierre? Oui, et puis après, c'est dit en Vendée, c'est le bon sens paysan. C'est comment je crée de la richesse pour financer mon projet. Donc on en revient toujours à la même chose. C'est je vends quoi, à qui, comment. C'est comme ça. Il faut avoir ces trois questions-là en tête pour apparaître comme cohérent devant ses financeurs et pouvoir être accompagné de substantiels. Est-ce que ça a ses limites, les levées de fonds? Alors, je vais répondre un peu à côté, mais je crois que c'est Google, Facebook qui ont levé moins de 40 millions chacune pour se développer. Donc, ok. C'est une fois encore, ça peut être, c'est pas l'alpha et l'oméga. Ça peut être un très bon point pour répondre à une demande, pour répondre à un enjeu de croissance, pour répondre à quelque chose. Mais on ne doit pas raisonner par rapport à ça en tant que tel à la base. Merci en tout cas, n'ayez pas peur de vous lancer dans cette aventure des projets numériques, faites-vous accompagner, ne n'ayez surtout pas les préalables avant d'aller voir votre banquier, c'est ce que nous ont dit et Pierre. N'hésitez pas à vous entourer aussi d'avocats spécialisés comme François pour aller chercher des partenaires, et c'est important de s'adosser à d'autres partenaires lorsqu'on a un projet et puis d'aller chercher d'autres fonds. On va maintenant peut-être parler de numérique. Une petite dernière question pour Fatih et Pierre. Est-ce que vous avez des projets numériques qui axent sur le numérique responsable dans vos clients? Est-ce que ce sont des projets que vous voyez de plus en plus? Oui, le volet numérique responsable est essentiel, et puis d'autant plus au sein de BPI France, où on est vraiment d'accompagner des projets avec un volet SE et vert dans la mesure du possible. Il y a des exemples significatifs, mais par exemple des blockchains plus vertueuses, que la blockchain est aujourd'hui une composante essentielle, mais qui est énergivore. Et donc on accompagne par exemple des projets qui tuent à avoir un impact carbone moindre sur ce volet-là. Moi, j'ai des entreprises de mon portefeuille qui sont, par exemple, sur la RSE, qui aident via des outils numériques à mieux piloter et la RSE dans les entreprises. Donc, en effet, mais ce que je voudrais juste dire, c'est que majoritairement, tous les dirigeants que j'ai en suivi, très
soucieux de Oui. RSE. Par exemple, j'en ai un encore hier qui me disait qu'il n'imprimait plus rien dans son entreprise et ça fait plaisir à voir. Après, on parle du numérique et de la RSE, mais moi j'en ai qui font beaucoup de développement durable, mais qui ne sont pas dans le numérique en fait. Notamment, je pense à une entreprise qui est par exemple dans la potabilisation de l'eau dans des situations soit de pluie, soit de catastrophes naturelles. Voilà, c'est très développement durable, mais c'est pareil. Et on va parler alors de numérique responsable avec vous, Romain Petiot. N'hésitez pas à poser vos questions via le hashtag InnoWeek85 et en commentaire les chaînes YouTube de l'événement et TV Vendée. L'impact du numérique est incontestable. Il reste de 2% des gaz à effet de serre en France et pour atteindre les 7% d'ici 2040, ça a l'air rien comme ça. Mais je peux vous assurer que c'est plus des gaz à effet de serre qui sont émis par les transports aériens. Imaginez. Alors que de plus en plus d'appels d'offres, et là on parlait justement de projets avec il fait de plus en plus d'appels d'offres contiennent désormais un volet RSE. Quelles actions mettre en place dans son entreprise pour tendre le numérique plus responsable et inclusif? Vous êtes, Romain, le président de Numérique Responsable. Quels sont tout d'abord les objectifs et les valeurs de la société? Alors, je suis coprésident de Nantes Numérique Responsable, Stéphanie Vachon, donc on est deux présidents. Et donc, ça repose sur piliers. On appelle ça donc chez nous le numérique à pied, pied étant un acronyme. Donc P comme parité, la parité femmes-hommes dans le numérique, c'est un vrai. D'où une présidence à deux têtes, exactement. un homme et une femme. Oui, tout à fait. Et trésorier et secrétaire également. Tout est doublé femmes-hommes dans notre association. Donc numérique, donc parité, inclusion, éthique et durable. Et c'est ce qui forme le numérique à pied. Et donc, Nantes Numérique Responsable, on est surtout donc sur Nantes. Merci de nous inviter ici en Vendée. Ça fait plaisir de voir un nouveau public. Merci pour l'invitation. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait beaucoup d'événements, des meet-up. On intègre donc des petites formations au sein d'entreprises, au sein d'associations. Ça vient beaucoup au sein d'entreprises parce que c'est notre réseau qui veut ça, mais aussi auprès des particuliers. Il y a beaucoup d'actions à mener auprès de particuliers. Donc aujourd'hui, on est à peu près 200 sur notre Slack, ce qui est notre principal axe de communication. Et on est 850 sur notre groupe Meetup. C'est tout naissant, notre activité, notre association. Elle a 1 an, un peu. Et comment dire, c'était vraiment une année, surtout dans les conditions sanitaires que l'on connaît. Ouais, on imagine. Donc c'est assez, on voit qu'il y a un accueil à Nantes, en tout cas, qui est très intéressant, et même en dehors de Nantes, ça explose un petit peu, le côté durable émerge un peu dans la tête de tout le monde, donc c'est très intéressant. Il faut cadrer toute cette activité-là. Alors, qu'est-ce que l'on doit comprendre et entendre par numérique responsable? Alors, numérique responsable, moi je vous l'ai défini comme le numérique à pied. On peut voir plusieurs axes. Donc c'est l'impact environnemental du numérique, mais par exemple Fatih l'a dit tout à l'heure, c'est également le numérique qui va diminuer l'empreinte environnementale et sociale. Le numérique peut faire du bien aussi négatif, mais ça peut également apporter des choses bénéfiques. Donc voilà, pour répondre à la question. Alors, on parle de numérique responsable, virtuel. C'est des questions qui me sont revenues à plusieurs reprises en me disant, mais mince, comment peut-on polluer alors que c'est virtuel? Voilà, tout à fait. C'est dans la tête des gens, c'est extrêmement. On parle beaucoup de dématérialisation. Ça a été évoqué tout à l'heure, le papier pour passer au tout numérique. Est-ce que c'est une bonne méthode? Eh bien, oui, et il faut faire attention. Il faut calculer son empreinte environnementale. C'est là que ça devient assez compliqué. On va faire une analyse par cycle de vie. Donc, analyse par cycle de vie, c'est quelque chose qu'on peut faire dans tous les domaines. Et donc, dans le numérique, on le fait aussi. Et l'empreinte environnementale sur la phase d'usage, c'est ce qu'on voit principalement d'une voiture. On va calculer son empreinte environnementale sur sa phase d'usage. Mais il faut également prendre en compte en amont toute la phase de fabrication. Et fabriquer du matériel informatique,
énergivore et ça va polluer énormément. Il y aura des impacts en eau, il y aura des impacts énormes et c'est surtout sur cette phase en amont, sur la phase de fabrication, il va y avoir un impact environnemental. Aller puiser des terres rares, c'est extrêmement polluant aussi. Un smartphone, 75% de l'impact environnemental du smartphone par sa fabrication. Donc quand on ouvre sa boîte, finalement, l'impact environnemental, il est déjà 15% produite quand on ouvre la boîte de son smartphone. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de co-responsables à mettre en place dans son entreprise et qui ne nécessitent pas, par exemple, du changement ou des coûts excessifs? Alors, déjà, j'ai beaucoup aimé l'expression, je l'utilise beaucoup, de bon sens paysan. C'est vraiment la base, hein, le bon sens paysan. Donc, on vient de l'expliquer. Hein, donc, la première chose, c'est la production de matériel informatique. Donc, il faut essayer d'allonger la durée de vie du matériel au maximum. Donc, ça, c'est la première. Acheter du matériel recyclé, essayer de donner reconditionner aussi, peut-être? Reconditionner. Ok. Reconditionner, recycler son matériel en fin de vie, essayer de donner une seconde vie et le réparer un maximum. Donc ça, c'est des actions qu'on peut mener, il me semble. Et après, il y a d'autres actions, peut-être plus auprès de particuliers. Quand on quitte sa maison le matin, on éteint la lumière, on ferme la clé. Sa box, c'est quelque chose qui pourrait être assez simple et ça fait, pour moi, ça participe au bon sens paysan. Est-ce que vous faites du bon sens paysan? Est-ce que vous éteignez la box en partant le matin ou Alors, je ne pousse pas le détail jusqu'à la boxe, je vais être franc, mais... Moi, je le fais tous les soirs. Ah, ça arrive dans ma box tous les soirs. Bravo. Pas la boxe, non. C'est vrai, je ne sais pas pourquoi. Voilà. C'est un réflexe que j'ai, mais... Alors, nous, au niveau du cabinet, on n'est pas sans papier, mais on a réduit au maximum. Très bien. Et en essayant avec ça, de réduire aussi les déplacements pour les signatures. Clients, ce qu'on a eu cette semaine, un à Nice, un à Nantes et un à Paris à distance, ils gagnent du temps et on gagne énormément en fait sur le déplacement plus que la signature en tant que telle. Donc c'est la signature électronique. Hein. Exactement. Voilà. Ouais. Alors ça aussi, beaucoup de choses sont dématérialisées. Hier, on parlait aussi de factures avec les experts comptables. Mais ça, c'est un sujet, le volet RSE est un sujet dans les entreprises. Qu'est-ce qui est d'ailleurs le plus impactant pour une entreprise? Le bâtiment, principalement, numérique un petit peu, mais c'est ce qui va générer le plus d'impact. Et après, il y aura le numérique qui pourra dans les entreprises tertiaires principalement. Fausses bonnes idées qu'on peut avoir. Les emails, par exemple, ça c'est une fausse bonne idée. Il y a un gros message, les médias font un gros forcing sur ce sujet-là. L'environnemental d'un email, il est relativement faible. L'ADEME nous dit que c'est 10 équivalents carbone. Par comparaison, l'ADEME nous dit également que c'est aux alentours de 6000 grammes. Donc vous voyez la relation. Et donc de ce point de vue-là, c'est pas forcément une bonne idée d'aller supprimer tous ces emails. Ça peut être pour allonger la durée de vie de son matériel, d'aller supprimer ces emails et donc de libérer le risque sur son smartphone. Là, pour allonger la durée de vie du matériel, ça peut être pertinent. Mais par contre, essayer de réduire l'impact environnemental lié à la suppression des emails, ça il y a des leviers bien plus importants. Et ça sert à rien de déployer énormément de ce message-là alors qu'il y a d'autres leviers qui sont plus importants. Lesquels allonger la durée de vie. C'est vraiment le mot et s'il y a un seul message que je veux faire passer ici, c'est allonger la durée de vie du matériel. Responsable. Comment créer un site éco-responsable? D'outils aussi, hein, les outils, les réseaux sociaux. Comment faire? Donc il y a 3 parties. La première, c'est limiter l'obsolescence du matériel lié au service numérique. Je vais prendre un exemple. Il y a Before, une application pour pouvoir gérer ses comptes bancaires, faire des virements, des choses comme ça. Et donc, il faut iOS 10. Moi, j'ai un iPad 2, un iPhone 5, et ben, je ne peux pas utiliser l'application Before Bank. Mon matériel devient obsolète, alors qu'il fonctionne très bien. Mais changer le matériel pour pouvoir utiliser l'application Before Bank. Donc ça, c'est un service numérique qu'il faut le tester sur de vieux matériels, toujours pour permettre l'allongement de la durée de vie. Et après, il y a 2 autres axes. C'est la sobriété, donc limiter les fonctionnalités à ce qui est nécessaire. Ça, c'est encore du bon sens. Les 3 U.
utile, utilisable, utilisé. Donc faire un service numérique utile, être réellement utilisé par la suite. Donc ça c'est le troisième. Et utilisable, c'est le faire en sorte que les services numériques que l'on produit soient utiles, y compris pour les personnes qui sont en situation de handicap. Vous avez un exemple en préparant cette émission, vous m'expliquez comment concevoir un site inclusif pour les personnes en situation de handicap. Vous pouvez oui, alors j'ai le donner produit un site web pour une fleuriste et donc je lui ai expliqué qu'il y avait des hommes qui étaient daltoniens et donc qui ne percevaient pas les couleurs. Et donc au moment d'offrir un bouquet de fleurs, bien d'avoir une vraie description du bouquet de fleurs avec les couleurs pour que l'homme puisse pour pouvoir offrir un bouquet de fleurs avec les couleurs qui correspondent à madame. Donc le daltonisme, c'est un vrai sujet, mais après il y a plein de troubles qu'il faut prendre en compte aux personnes vraiment malvoyantes qui utilisent des lecteurs d'écran pour pouvoir consommer de l'Internet. Alors, on a parlé ce matin de blockchain. Pierre nous disait que c'est comment réussir justement à limiter son empreinte carbone si on doit utiliser par exemple smart contracts dont on a parlé tout à l'heure avec cette techno des blockchains. Quelques tentatives de blockchain présentées comme telles. Moi, j'ai pas vu de résultats en disant voilà, ça permet de diviser par 2 l'empreinte, ces chiffres-là. Donc, il y a des tentatives là-dessus. Et genre, est-ce qu'on a besoin de la blockchain sur telle ou telle action? Ça, c'est une question qu'il faut vraiment se poser, pas parce que c'est à la mode qu'il faut le faire. D'accord. Il faut vraiment en avoir l'utilité pour son outil digital. Première chose, utile, utilisable, utilisé. Quels sont les bénéfices attendus pour les entreprises et on fait du numérique responsable dans son entreprise? Alors, déjà, l'empreinte environnementale, réduire l'empreinte sociale, donc côté 1. Et après, il y a des côtés annexes qui sont quand même très, très intéressants. Je vois dans le numérique, il y a une grosse... Le fait d'avoir des valeurs vertueuses, ça va permettre d'attirer des nouveaux profils. De ce point de vue-là, c'est très, très intéressant. Ensuite, montrer ses produits, c'est devenu extrêmement compliqué. Il y a des phénomènes de greenwashing, enfin, on le voit tous. Communiquer sur les valeurs vertueuses, aujourd'hui, je trouve ça hyper compliqué. Il faut vraiment dans l'action que de montrer un engagement. L'engagement, aujourd'hui, ça ne suffit pas. Il faut montrer qu'on est dans l'acte de faire de la RSE ou de réduire l'impact environnemental. Mais uniquement communiquer sur l'action. Alors, je reviens au site éco-conçu. Est-ce que ça revient plus cher à faire un site éco-conçu ou pas, au final? Oui et non. En fait, c'est les bonnes pratiques à mettre. Donc, de ce point de vue-là, non. Ce qui prend un peu plus de temps, c'est de prouver notre impact environnemental. Donc, sur la partie efficience technique, là, on va le fait qu'on mette en place des bonnes pratiques et donc, on va voir le résultat en termes de pages web, en termes de nombre de balises HTML à l'intérieur du web. Là, on va mesurer et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir prouver notre engagement éco-responsable sur ce projet-là. Donc, c'est cette partie-là qui va prendre un peu plus de temps. Mais sinon, après, comme quand on construit une maison, qu'on mette en place une brique éco-conçue ou qu'on mette en place une, finalement, c'est une brique et donc c'est pareil. Ça reste une brique. Ça reste une brique. Ça reste une brique. Quelle chose la première bonne pratique à mettre en place lorsqu'on veut faire du numérique responsable dans son entreprise? Sur le côté durable, c'est la sobriété fonctionnelle. Là, il y a des études qui démontrent qu'il y a à peu près 70% des fonctions demandées par les utilisateurs qui sont au final qui ne seront pas utilisées. Il y a une très grosse partie du web qui serait bonne à mettre à la poubelle et tout le monde s'en porte à peu près la moitié finalement. Donc c'est vraiment, vraiment énorme et cette sobriété fonctionnelle est un... Alors moi je vais donner la parole à David Grelot qui est dans le public ici, que j'ai reçu tout à l'heure. C'est le cofondateur de... Je peux lui apporter un micro parce que je vois derrière, sous son masque, il acquiesce. Alors j'ai envie de comprendre pourquoi il est d'accord, pourquoi il va corrompre les dires de notre ami Romain. Oui, moi, en fait, en tant qu'avec Mac, en fait, je confirme que dans le développement, on a énormément de gaspillage. En fait, c'est aussi lié à la pression de la livraison. Il faut livrer très vite. Du coup, c'est 13 briques déjà toutes faites, mais on n'en utilise que seulement 10% de cette brique. Et on l'embarque dans le site web. Ça fait des sites très lourds. Et je parle pour les sites comme toutes les applis. Et ça,
Moi, je suis très sensible, j'ai presque de l'empathie envers le matériel, parce que je viens des systèmes embarqués, je fais l'électronique et j'ai une sensibilité vraiment particulière à optimiser les performances, que je souffre, quoi. Et c'est vrai que je vois, mais ce gaspillage, il est vraiment partout dans le développement. Mais voilà, après, c'est lié à la pression de la livraison. Il faut livrer très vite, et donc on n'a pas le temps. Ouais. Est-ce que vous êtes prescripteur d'un numérique responsable auprès de vos clients chez Carbone? En plus, Carbone, le lien enfin, ces liens, pour ça, parce que déjà, on travaille beaucoup sur l'optimisation justement de notre outil. Et en plus, il y a 2% qu'on veut reverser à des associations alors, dans le monde du libre, le libre, les logiciels open source qu'on utilise. Et puis aussi dans la forêt, en fait, de compenser un petit peu notre empreinte carbone. Alors, on cherche encore comment le faire bien, parce que c'est pas évident de faire quelque chose. On peut facilement, des fois, donner de l'argent, comme les Google, ou qui diffusent pas où, et ça dérange des communautés. Et du coup, on cherche encore, mais en tout cas, on a inscrit dans notre bilan, nous, en fait, dans notre business plan, on a toujours 2% qu'on réserve pour du don, des actions sociales. Et on vous association, hein? Vraiment, hein, c'est l'occasion aussi pour vous, Romain. Oui, je voudrais juste rebondir. Quand on fait un service numérique, on s'imagine que c'est eux qui ont les plus gros leviers pour diminuer l'impact environnemental. Donc oui, il y a quelques leviers en phase de design en amont pour limiter toujours cette sobriété fonctionnelle. Et ensuite, les développeurs interviennent à la fin des projets et le projet a déjà pris beaucoup de... Et donc, on est pressé pour pouvoir développer le projet. Et effectivement, on prend des projets qui ne sont pas forcément très bien conçus, mais tant que ça fonctionne, finalement, le client il va pouvoir être satisfait. Mais si on donne plus de temps aux développeurs, parce que les développeurs connaissent d'éco-conception, ils le connaissent plus sur la forme de bonnes pratiques, mais ça reste de l'efficience et moi, ça me convient très bien. Et donc, si on laisse plus de temps aux développeurs leur projet, et ben finalement, tout le monde y gagnerait. Si vous avez des questions dans le public. Oui, il y a une question. On va passer le micro, s'il vous plaît. Hop, merci. Donc c'est par rapport en fait à l'impact, on parlait tout à l'heure zéro papier, mais a priori en fait le papier à partir du moment où on est sur un document technique plus de 3 minutes à regarder un papier est plus responsable au niveau carbone que d'avoir la chose en format web avec des serveurs qui tournent derrière. C'est juste une petite remarque, voir si vous travaillez sur ce sujet aussi. Alors, j'ai vu ces données-là, c'est l'ADEME qui donne là, effectivement. C'est intéressant, on est vraiment dans une réalisée à fond et on ne s'est pas forcément posé la question quel est l'impact environnemental du papier. Le piloterait très bien, c'est quelque chose qu'on sait faire, tandis que recycler du matériel informatique est plus compliqué. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on arrive à des chiffres un peu étonnants. 3 minutes de lecture, sinon vaut mieux imprimer. Nouvelle question dans le public ici à la Loco 2. Oui, bonjour. Une peu en forme de remarque, on a parlé tout à l'heure de l'application Before-Bank qui n'était pas à jour. Pour des applis mobiles, on en fabrique tous les jours. Et aujourd'hui, on est extrêmement contraint par Google qui nous impose de ne pas développer pour les vieilles versions. On ne sortir en production une application mobile pour une version de N-3, N-4 des systèmes d'exploitation. Donc, c'est peut-être plus un problème politique qui est à prendre en compte. Ah, bien sûr, avec les GAFA, oui. C'est un problème technique. Quand on utilise Flutter, forcément, il y a l'iOS, la version d'iOS est définie un peu d'avance aussi. Donc, la technique nous impose des contraintes. Nous impose des contraintes. Quand on développe le plus natif, peu importe que ce soit pour du mobile ou pour du web, globalement, c'est comme ça qu'on va obtenir les meilleurs. Essayons de développer le plus natif possible et sans embarquer des librairies, des frameworks techniques et des solutions sur étagère techniques. Plus c'est natif, mieux ça fonctionnera.
La proposition de loi qui vise à responsabiliser l'ensemble des collectivités face à l'empreinte du numérique a été adoptée il y a seulement quelques jours, obligeant les communes de plus de 50 000 habitants donc finir au plus tard au 1er janvier 2025 une stratégie numérique responsable qui a notamment les objectifs de réduction de l'empreinte environnementale du numérique et les mesures pour les atteindre. Est-ce que pour vous, en tant que coprésident de votre association, victoire pour le numérique responsable? Oui, c'est une petite victoire. C'est une belle victoire malgré tout, mais j'en espérais beaucoup plus. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Au début, il y avait l'idée que ce soit obligatoire de faire des sites web, des services numériques éco-conçus. Il y avait tout cet aspect-là, et c'est devenu, aujourd'hui, c'est un peu flou, hein, on doit se référer à un référentiel. Alors le référentiel, un peu intéressant, ça a été fait par l'Institut numérique responsable, référentiel de bonnes pratiques pour pouvoir faire des services numériques. Donc ça s'appelle le GR11, et donc il y a 491 bonnes pratiques à mettre en place pour les services numériques éco-conçus. Merci Romain pour vos conseils. Je vous invite à aller sur le site responsable pour en savoir plus sur l'association. Merci une fois de plus à Pierre Fulbert et François Fagot pour ces échanges passionnants. N'hésitez pas à aller voir un projet numérique innovant. C'est vers eux qu'il faut se agglomération et la CCI Vendée pour l'organisation de cette 8e édition. Merci de nous avoir suivis en direct depuis le cœur stratégique ici à la Loco 2 sur les chaînes YouTube de l'événement et TV Vendée. Je vous dis à l'année prochaine, on compte sur vous.